écoutez Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, 22 novembre 2016, l'émission à Racaille, qui sera consacrée à sa partie artistique, qui va commencer incessamment sous peu d'une manière inopinée. Germain de la Touche, peintre et graveur du peuple. Je dis bien du peuple. Et il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter-Baum, lui. Il est sorti de la cuisse du peuple. Avec une cuisse beaucoup plus généreuse. Bon, voilà. Bien, et ben on démarre. Ouais, on démarre. Alors on peut peut-être commencer par rappeler que il y a un an, on parcourait le ciné mensuel et il y avait un petit article de ciné justement au niveau dans la rubrique littérature qui parlait de Lucien Bourgeois et qui prenait des extraits d'un livre de Lucien Bourgeois qui s'appelait L'Ascension, en fait, où 12 il y a eu 2 livres. Il y avait L'Ascension et il y a eu un autre petit recueil de nouvelles qui venait d'être republié aux éditions Plein Champ. Et on se dit dont un, j'ai pas pu le finir tellement c'était terrible. Ouais, les histoires prolétariennes, effectivement. Ouais. Et donc, on s'est dit, ça, nous, la littérature prolétarienne, ça nous intéresse, on connaît pas. Donc, je suis allée dans ma librairie, j'ai commandé les 2 livres et on a trouvé ça quand même passionnant. Et sur la couverture d'un des livres, il y avait une gravure. Alors, comme je suis un petit peu curieuse, je regarde et je vois la gravure était une gravure de Germain de la Touche. Et effectivement, en regardant la bio de Germain de la Touche, on s'est dit, voilà, c'est génial, ce type, effectivement, peintre, graveur, correspond à tout ce qu'on aime. Donc, on avait à cette occasion, il y a un an, donc parlé de Lucien Bourgeois et de Germain de la Touche. Et puis, là, les éditions Plein Champ viennent de publier un livre qui est complètement consacré à Germain de la Touche. Et nous ont proposé donc de nous l'envoyer pour qu'on en parle un peu. Et on est tombé sur un ouvrage vraiment magnifique, quoi. Donc cet ouvrage, il y a pas mal de documents graphiques et il y a aussi des textes où les gens qui ont côtoyé Germain de la Touche en parlent, quoi. Donc moi j'ai choisi le premier paragraphe en fait du premier texte qui est donc Lucien Bourgeois qui raconte Germain de la Touche. Peintre de Paris, peintre de la Mouise, des rues sans joie de la butte aux cailles, je revoyais après des années de séparation sa mince silhouette de gindre claudiquant. Cet artiste a fait 1000 métiers pour pouvoir gagner sa vie, et je pensais à tout cela en montant l'escalier très raide qui mène à son atelier. Un atelier d'artisan plutôt que d'artiste, sur une cour encombrée d'un matériel de maçon. Chez lui, sur la table, au milieu des brosses et des pinceaux, une soupière en faïence bleue sert de pot à tabac. Fumeur enragé, de la Touche a toujours sa pipe à long tuyau, ou la cigarette collée à la lippe que fait sa lèvre inférieure. Cette lippe à la fois douloureuse et amère, sans méchanceté, donne au visage émacié avec le regard aigu la mesure du tempérament de l'homme. Ténacité, persévérance, mépris du facile et du conventionnel. Il peint ce qu'il voit avec une acerbe vérité. Je l'ai vu travailler dehors par des temps de gel et nous venir à la maison transi et violacé, l'estomac souvent vide, mais il avait couvert sa toile. Sa peinture résolument objective ne recherchera pas l'effet. La couleur, souvent neutre et monotone, ne saurait distraire par des jeux de lumière et d'ombre notre pensée d'un ensemble qui s'impose à force de conscience et d'exactitude. Par l'absence de procédés picturaux chers aux jeunes écoles, elle est aujourd'hui révolutionnaire et par son respect de la matière, elle est traditionnaliste. Ce révolutionnaire, matiné d'anarchiste, revient par amour du métier à l'esprit des vieux maîtres d'autrefois. De la Touche à quelque chose du chien hirsute et maigre des maisons d'habitation qu'il a choisi pour modèle pour ses tableaux. Il est fidèle. Il reste l'ouvrier consciencieux qu'il était quand il travaillait à la restauration de la cathédrale de Chartres. Oui, dans ce livre, il y a évidemment des reproductions de ses peintures, de ses estampes, etc. Et on doit quand même, d'une certaine manière, rendre hommage à cette petite maison d'édition provinciale qui fait un travail remarquable. C'est un livre typographié spécialement pour cette édition, sur un papier verger magnifique. C'est un brochet, mais un brochet avec vraiment le livre, un bel objet qu'on aime bien toucher, qu'on aime bien lisible. En plus, c'est pas du 8, c'est un caractère lisible, comme savaient utiliser les typographes d'avant. Voilà.
d'avant ceux d'aujourd'hui, qui apparemment ont des yeux que la plupart des gens n'ont pas, parce qu'on est presque obligé de lire avec des loupes. Pas mal d'ouvrages maintenant, alors qu'ils utilisent même du corps 4 ou 5, je ne sais pas ce qu'ils font, pour des notes, etc. etc. Ils les utilisent que là, c'est un bel ouvrage, un beau livre qu'on touche avec plaisir, qu'on respire avec plaisir et qu'on lit avec plaisir. Merci les éditions Plein Champ. Ouais. Alors je peux préciser que les éditions Plein Champ, elles ont été créées en fait dans les années 70 à Paris, et puis après elles se sont installées en Charente quelques mois plus tard, et elles ont développé justement cette double activité d'être imprimerie au service des petits éditeurs et libraires, et puis ensuite est venue l'activité d'édition qui est consacrée presque uniquement en fait au rappel d'œuvres oubliées et dédaignées, que ce soit du XVIe siècle à nos jours, et que le site, ils ont environ 300 livres qui sont publiés sur une quarantaine d'années, donc il y a un temps qui est pris justement pour avoir un travail de qualité, quoi. Alors leur premier choix était de publier des poètes, c'est pour ça qu'ils s'appellent Édition Plein Champ, et puis après ils ont été vers des oubliés, des méconnus de la littérature, soit l'histoire littéraire d'hier ou d'aujourd'hui, et qui a des domaines d'expression très divers, donc qui vont aussi de la littérature ouvrière à l'Oulipo, et puis ils passent par les facéties de l'Ancien Régime, ou la bohème du Second Empire, ou la période symboliste. Ils font des portraits d'excentriques, ils parlent beaucoup de gravure, et en fait ils restent fidèles dans leur travail à l'impression offset, quoi. Tout à fait, ouais. Même je pense à la typo, non ? Parce que là, j'ai l'impression que cet ouvrage est typographié. Enfin bon, ils sont en tout cas dans la belle édition, pas l'édition de luxe, c'est pas une édition de bibliophile, mais d'amoureux de livres quand même, qui ont des moyens modestes, mais qui peuvent se les offrir. Bon, ça coûte 20 €, mais à mon avis, ça le vaut. Ah ouais, moi je trouve que c'est pas excessif par rapport à l'ouvrage qu'on a entre les mains, quoi. Non, tout à fait. Et puis vous verrez les reproductions d'estampes, les reproductions de peinture, il y a des encres. Il y a une quarantaine d'images en couleur aussi. Il faut quand même, pour les peintures et de la touche, vous verrez, c'est assez intéressant, et ça colle bien, si vous voulez, au texte qui évoque le travail de la touche, comme celui dont vient vous parler Piquet-Court. Ouais, parce qu'effectivement, le livre ne serait pas suffisant si Germain de la Touche n'était pas à cette hauteur-là, quoi. Oui. C'est ça qui nous a complètement séduits. Oui, bien sûr, oui. Montmartre, on a vanté les charmes, on a chanté tous les plaisirs. Rue Saint-Vincent, nous versent des larmes, on rit dans la rue des Martyrs. Moi, je connais dans le 13e un coin dont on parle moins souvent, mais ce petit coin-là, je l'aime et je le trouve très émouvant. C'est la butte aux cailles, avec ses vieilles rues, avec sa marmaille qui fait tant de chahut. Quand vient le moment des vacances, on veut s'en aller. Pourtant au retour, quelle chance de se retrouver à la butte aux cailles, où y a pas de palais, y a des vieilles murailles, mais moi je m'y plais. Il n'y a pas de boîte où l'on danse, il n'y a pas de cabaret, d'endroit où l'on fait des dépenses quand le portefeuille est bien bourré. C'est un petit coin dans la ville où le soir, après son boulot, on va dans un bistrot tranquille s'y retrouver pour l'apéro. C'est la butte aux cailles avec ses vieilles rues, avec sa marmaille qui fait tant de chahut. Quand parfois les cœurs sont moins sages dans ce grand Paris, on repense à notre village et cela suffit. À la butte aux cailles où y a pas de palais, y a des vieilles murailles, mais moi je m'y plais. Dans la rue, y a des bandes de mioches, on dirait les gosses à Poulbeau. Ils jouent à user leurs galoches tout en glissant le long des ruisseaux.
Des vieux sur le seuil de leur porte les regardent d'un œil attendri. Une maman d'une voix forte crie: rentre vite, dis, t'as compris. C'est la butte aux cailles avec ses vieilles rues, avec sa marmaille qui fait tant de chahut. Je ne vous en dis pas davantage, unissons nos cœurs et fidèles à notre village, chantons tous en chœur à la butte aux cailles où y a pas de palais, y a des vieilles murailles, mais moi je m'y plais. La butte aux cailles par Dominique Jeannès, et puis voilà quoi, c'est le quartier de La Touche qui a passé tout son temps dans le 13e arrondissement. Oui, un peu le quartier de notre camarade Thierry Nouzette aussi, qui nous a traîné là-bas. Voilà, oui, il y a les petits bistrots encore maintenant. Enfin, il ne faut pas y aller évidemment le soir quand tous les bobos vont boire leur... Comment t'appelles ça, là, ce qu'ils boivent, les bobos, là? Les mojitos. Les mojitos, hein, mais le matin, l'été, voilà, la fraîche, là, vous allez vous cloquer une petite bière, une petite mousse, là, ouais, à la terrasse d'un petit bistrot, c'est sympa. Ouais, puis c'était le quartier de mon papa qui a passé toute son enfance là-bas. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est formidable. Bon, eh ben, écoutez, on est dans le paysage, là, on est content, hein. Bon, tout de suite, après cette chanson, on a découvert cette chanteuse. C'est vraiment, c'est Dominique Piguécou qui l'a dégotée. Je sais pas comment. Elle a des techniques pour trouver des chansons inédites qui est assez oui, performe. Hein. Ouais, écoute, c'est sur un CD ou un vinyle même, parce que je pense qu'au début il y a des craquements, ça doit être un vinyle qui s'appelle Les Grandes Dames de la chanson. Voilà, c'est ça. Alors celle-là, c'est une grande dame inconnue pour nous en tout cas. On va parler maintenant, je pense, on va continuer avec la biographie de... Alors là, il y a un travail, bon, bref, de la biographie, évidemment, de notre artiste de La Touche. Ouais, on aime bien parler, raconter la vie un peu avant de raconter l'œuvre. Ouais. Alors, Germain de La Touche, il est né en 1898. Hein, il est né à Châtillon en Dunois, c'est dans l'Eure-et-Loire. Donc il est bosseron, quoi. Il était peintre, donc graveur sur bois, et il a été lié au mouvement libertaire, donc tout ça nous plaît beaucoup. Donc lui, il est fils de jardinier, et il commence à dessiner très jeune, hein, vers 7-8 ans. En fait, il va reproduire des dessins d'illustrés. Il a eu un accident, il va rester 3 ans allongé, parce qu'il a un accident à la jambe. Donc il est immobilisé, et pour garder sa jambe raide et éviter d'être tenté de gesticuler et de retarder la guérison, en fait, son père fait des heures sup et va lui procurer des petits illustrés qui vont l'occuper. Après, quand il quitte l'école primaire, il a 13 ans. Son père souhaite en faire un cordonnier, mais lui, de La Touche, en fait, il veut déjà devenir peintre. Et il va tellement insister qu'il est mis à l'apprentissage dans l'atelier de Lorrain et à Chartres. Et là, pendant 4 ans, il s'initie au métier de peintre verrier. En 1915, suite à la guerre, donc l'atelier ferme ses portes. De La Touche doit vivre, donc là, il va s'astreindre à des tâches diverses et variées. Donc il sera d'abord peintre en bâtiment en septembre 2015, il va être aussi vendeur aux Nouvelles Galeries au Mans, il va être premier commis à la Ville des Ternes à Paris, parce qu'il est monté à Paris entre-temps en 1917. Il va aussi être comique excentrique, hein, peintre de cartes postales, décorateur sur verre à l'atelier Quenneville. Il va être trieur de courrier, postier ambulant à la gare de Lyon, peintre en voiture, déchargeur de wagons à la gare de Vaugirard, débardeur au hall, garçon maçon, manœuvre chez un charpentier, garçon limonadier. Bon, voilà, donc la vie matérielle étant ainsi plus ou moins bien assurée, Germain de La Touche peut continuer à étudier donc le dessin et la peinture. Alors il est membre des jeunesses syndicalistes du 15e arrondissement. Et pendant la guerre, il était allé avec quelques compagnons au café-concert, et ça c'est une anecdote, au café-concert Excelsior, qui était près de la place d'Italie, parce qu'il voulait assister à un concert de Montéus. Et réclamait en fait à Montéus des chansons antimilitaristes, mais Montéus n'était plus du tout là-dedans.
Donc lui, il voulait entendre les soldats du 17e, la grève des mères. Et en fait, ça s'est mal terminé. Enfin, ça s'est terminé au poste de police parce que même s'il n'en voulait pas personnellement à Montéus, il ne supportait pas que Montéus soit sur scène avec des habillés en bleu horizon, un bandeau sanguinolent autour de la tête et qui parlait effectivement des conneries patriotiques de l'époque, quoi. Ça, c'était insupportable pour Delatouche, quoi. Alors en mai 1919, il organise au Café La Comète, c'est rue de Vaugirard. C'est la première exposition collective qui est faite depuis la guerre et qu'il intitule « Résurrection du quartier latin ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, il va lancer quelque chose qui perdure actuellement, c'est le fait d'aller exposer dans des bistrots. C'est lui qui a lancé ça. Après, donc, il va aussi, cette même année 1919, exposer au Salon des Jeunes. Et en 1920, il fait son premier envoi au Salon des Indépendants. L'année d'après, il rentre au cabaret Montmartre 3 qui s'appelle La Vache Enragée. C'est le cabinet de Gilles de Paquis, de Roger Tosini et de Maurice Allais. Et là, Germain Delatouche, jeune pâtre de la Vache, remplissait les verres, soutenait les chœurs, ordonnait les simèses. Il cumulait avec ses fonctions de bistrot celles de metteur en page, de collaborateur et d'accrocheur de toiles d'amis. Et c'est dans ce cabaret, qui devint aussitôt effectivement le siège de la Commune libre de Montmartre, qu'il fit montre de ses aptitudes à l'organisation d'expositions et qui va grouper ses premiers fidèles et qu'il fonde son premier groupe, dont l'un des principaux soutiens était ce journal La Vache Enragée. Donc les expositions de ce groupe vont perdurer quelques années jusqu'en 1927. Alors il n'y aura pas que La Vache Enragée, il y aura également l'Olympia, le Moulin de la Chanson, le Café du Parnasse. Et à cette époque-là, Germain Delatouche était Montmartrois. Il avait l'allure des bohèmes de la belle époque. Il avait les cheveux longs, il avait une lavalière, un chapeau à large bord. Il fumait une pipe avec un long tuyau. Il avait une grande cape et voilà, balançait le pan droit sur son épaule gauche comme un mousquetaire, quoi. À l'automne 1922. Delatouche se retrouve une fois de plus sans travail. Donc là, il a une existence, limite d'une existence de clochard, jusqu'au moment où il trouve du travail à nouveau comme décorateur sur verre. Là, il va faire plusieurs ateliers. En 1924, il entre au comité directeur du groupe Partisan, qui publie la revue du même nom, dont le financement devait être assuré par des cotisations mensuelles des adhérents du groupe. Et c'est à cette date, effectivement, qu'il commence à pratiquer la gravure sur bois, influencé par Jean Lebedef, art dans lequel, comme par sa peinture, écrit Maublanc. Donc Maublanc est aussi une des personnes, un de ses mécènes qui a collaboré et qui a fait des textes qu'on peut retrouver dans le bouquin, là. Donc il a fixé le vénérable et sensible visage du vieux Paris. Montparnasse l'inspirait parfois et Montmartre. Mais c'est donc ce 13e arrondissement qui reproduit le plus souvent. Donc après, il va faire comme de nombreuses expositions particulières. Il organise des manifestations collectives d'artistes. En 1927, il est sociétaire du Salon d'automne et il obtient le grand prix de l'appui aux artistes pour l'ensemble de son œuvre. Pendant la guerre d'Espagne, on peut aussi remarquer que là, avec plusieurs autres artistes sympathisants, on peut citer Clodo, Vlamin, Clus, Louis Moreau. Il a organisé au début de l'été 1937 une exposition d'œuvres d'art qui était offerte au profit des orphelins de la colonne libertaire. Donc Delatouche travaillait dans rue Croulebarbe, au 33 de la rue Croulebarbe, donc dans le 13e arrondissement. Son atelier était un petit atelier au fond d'une cour, occupé par un entrepôt de maçonnerie. C'était un endroit calme qu'il avait aménagé lui-même, donc de façon plutôt rustique. Et là, il recevait ses amis, il entreposait ses diverses collections parce qu'il aimait bien accumuler des objets. Il avait des chandeliers en cuivre, des cartes postales, des couvercles de boîtes de camembert. Et c'est là qu'en janvier 1941, en fait, il a aussi accueilli 2 prisonniers évadés qu'il ne connaissait pas, mais qui avaient été envoyés par des copains. Et voilà, c'était suffisant pour Delatouche pour avoir confiance et les accueillir. Donc après la guerre, il continue la gravure sur bois, il donne de nombreux dessins à la presse libertaire. Il y a le Libertaire, Défense de l'homme, L'homme et la vie. Enfin, voilà, il travaille aussi à la revue littéraire qui est fondée par Henri Poulaille. Et son atelier de la rue Croulebarbe, en fait, malheureusement, va être démoli. Il y a des promoteurs qui ont des projets d'y élever un gratte-ciel. Donc Delatouche est obligé de quitter son 13e arrondissement. Il va s'installer boulevard de Clichy dans le 18e.
Mais le quartier lui plaît pas du tout, il le trouve beaucoup trop bruyant, donc il va partir. Il va partir en Loire-Atlantique, là il va se marier, et puis il va habiter dans une grande maison et effectivement faire tous les métiers d'ouvrier pour retaper sa maison, hein, plombier, maçon, menuisier, voilà. Et sa compagne, elle, continue de travailler comme assistante sociale. Il est malheureusement atteint d'une maladie et quelques années après, il décède en octobre 1966. Alors on peut retrouver plusieurs de ses toiles dans des musées français, hein. On a comme le musée Carnavalet, il est aussi dans des musées étrangers, et voilà. En gros, et il figure, alors nous c'est important pour nous, dans le Métron des anarchistes, hein, qui est ce dictionnaire qui récapitule un peu tous les grands anards. Voilà. Bon, vous pouvez une fois de plus constater dans l'histoire qu'a évoqué Piquet-Écou, l'engagement voilà, qui nécessite, si vous voulez, parce que la peinture ou la gravure sur bois n'étaient pas vraiment des métiers qui permettaient de vivre décemment, accompagner tout ça avec des boulots divers et variés, et puis pas des boulots où on peut se les rouler, hein. C'est des boulots vraiment difficiles, durs. En plus, il était handicapé, il claudiquait. Voilà, c'est ce qui m'étonnera toujours et qui aussi d'une certaine manière m'éblouit. Vous avez entendu, m'éblouit, hein, faut le dire. Dans le parcours de ces artistes, voilà, ils sacrifiaient tout, si vous voulez. Leur vie, c'était un immense sacrifice pour pouvoir réaliser leurs rêves, quoi. Voilà, il n'y a rien de gratuit dans leur, parce qu'ils sortaient pas d'un milieu bourgeois, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il s'est engagé dans une voie particulièrement, terriblement difficile, dure, physiquement, moralement. Les moments où on la saute, les moments où on se pèle, les moments où il n'y a rien devant, c'est le désert, rien à quoi s'accrocher. Et malgré ça, faire une œuvre pérenne, une œuvre qui compte, une œuvre qui, j'espère, restera un bon moment dans l'histoire de l'art, je dirais presque l'art pauvre, parce que c'est pas un art flamboyant, un art de musée. C'est un art un peu confidentiel qui parle des humbles, Alors il a pas dans ses peintures, il n'y a aucun personnage, c'est vraiment la rue et les personnages sont ces maisons, sont les rues, sont les arbres, voilà, c'est ça, même dans ces estampes, c'est pareil, il n'y a pratiquement pas de personnages. Enfin, il n'y en a pas, en tout cas, dans ces rues. Et il y a une similitude, si vous voulez, une ressemblance quand même, un cousinage entre ces peintures et ces estampes. Là, voilà, il y a la même souffle, on sent la même passion. Et la rendre, si vous voulez, la rue telle qu'elle était, la plupart ont disparu d'ailleurs. Voilà, c'est malheureusement. C'est l'impression que si vous voulez, les classes dominantes ne supportent pas les mémoires populaires, les mémoires, les lieux qui peuvent rappeler, si vous voulez, l'habitat populaire. Voilà, il y a eu la même chose dans la petite ville Beaumont où j'habite, là, où il y a un maire gaulliste, la pompidolien, qui a complètement détruit tout ce qui pouvait rappeler, si vous voulez, c'était là. D'ailleurs, le quartier où Cavana a vécu, la petite Italie à Nogent, là, qui était un quartier médiéval, qui était très très ancien, et c'était cassé, etc., pour faire des espèces d'immondices modernes, là, voilà. Les guinguettes rasées, les balles populaires rasées, etc., etc. Enfin bref. Si quelqu'un comme, en tout cas un artiste comme Delatouche, qui a photographié en quelque sorte avec ses pinceaux, avec ses gouges, les quartiers vraiment populaires de Paris et de la banlieue et même de la province, ce serait une mémoire, en tout cas une partie de cette mémoire qui serait perdue. Il y a eu d'autres artistes qui ont travaillé, si vous voulez, à conserver la mémoire des lieux populaires, mais lui c'était uniquement ça qui l'intéressait. Voilà.
Ouais, je trouve qu'on retrouve en fait la sincérité qu'il y met, c'est sa propre sincérité. Absolument, oui. Mais la sincérité même qu'il met dans sa vie, voilà, parce que bon, des groupes d'artistes révolutionnaires avec sa fréquentation des gens comme Poulaille, comme Traîneau, comme etc. Bourgeois, etc. Ouais. Voilà, il est là-dedans. Et il n'a jamais renié. Alors lui, on lui a jamais proposé la Légion d'honneur. Hein, c'est curieux. Ça, ouais, Traîneau, c'est ça. Il y a un paragraphe qui lui est consacré dans le bouquin parce que c'est cette personne qui l'a accueilli pendant la guerre. Voilà, c'est ça. Ils sont restés très potes. Voilà. Et Traîneau, d'ailleurs, a écrit un article écrit quelques pages dans cet ouvrage consacré à Delatouche par les éditions Plein Champ. Voilà. Traîneau, c'était un des directeurs du Canard enchaîné après Maurice Maréchal, je crois, ou avant, je ne sais plus. Enfin bref, c'était quelqu'un dont on ne peut pas mettre en doute, si vous voulez, l'écrit ou ce qu'il relate sur Delatouche. Voilà. C'est toujours ces histoires de... Enfin, dans cette émission, on devrait, évidemment, s'il y avait la matière, en tout cas, se consacrer uniquement à des artistes de son acabit. Mais malheureusement, il y en a peu. Voilà. Il y a plutôt des artistes qui sortent de milieux nantis, qui peignent pour les nantis, ou pour les musées. Il n'y en a pas beaucoup comme Delatouche. Les gars, apportez la dernière bouteille, qu'il nous reste du vin que je faisions dans le temps. Versez à grand flot la liqueur vermeille, pour fêter ensemble mes 80 ans. Du vin comme style-là, on n'en voit plus guère. Les vignes d'aujourd'hui donnent que du vin jus. Approchez les gars, remplissez mon verre, j'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus. Ah, j'en boirai plus, c'est bien triste à dire, pour un vieux pesant qui a tant vu comme moi. Le vin des vendanges, en un clair sourire, pissé du poursuet comme liot du touet. On aura bien dire, on aura bien faire, faudra plus d'un jour pour remplir nos fûts. Ce sont des vignes qui rougit mon verre, j'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus. Pesant chez nous, tout le monde gueule misère. On va à la ville où l'on crève la faim. On vend pour rien le bien de son grand-père, et l'on brûle ses vignes qui ramènent plus de vin. À l'avenir le vin, le vrai jus de la veille, ce sera pour style accord à des écus. Moi qui viens de vider nos dernières bouteilles, j'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus. J'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus. La dernière bouteille, c'est interprété par le groupe Le Petit Crème. C'est une chanson de Gaston Coutet et de Latouche, mais particulièrement Gaston Coutet. Oui, parce que c'était tous les deux des bosserons. Alors voilà, c'était des pays, quoi. Bon, oui. Alors, entrer dans l'histoire, si vous voulez, d'un artiste
comme de la Touche. Non, vous m'arrêtez pas, s'il vous plaît. Enfin, un peu de. Soyez sympa. C'est vraiment une aventure. On rentre là-dedans. On rentre dedans avec ce bouquin des éditions Plein Champ. Mais on rentre vraiment dans. Il y a eu des. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais vu un film où les acteurs rentraient dans le décor et ils étaient dans le décor du film. Quoi. Les spectateurs rentraient dans l'écran et passaient de l'autre côté. Et ben nous, c'est un peu ce qui nous arrive avec ce livre. On vit une aventure, voilà, on vit une aventure en noir et blanc. Pour la plupart des images qu'il y a dans cet ouvrage sont des gravures sur bois debout. Hein, c'est complètement, à peu près complètement perdu maintenant, parce qu'il n'y a plus d'artisans qui fabriquent, si vous voulez, le matériel, le bois debout, quoi, qui est souvent taillé dans les bois durs, comme le buis, voilà, et qui on coupe pas les fibres dans le sens du fil, mais au contraire, on les coupe. Si vous voulez, on coupe la fibre vraiment. Pensez debout, vous voyez un arbre. Hein. Vous voyez un arbre. Bon, et ben quand on le coupe avec une tronçonneuse, eh ben ça devient du bois debout. Mais quand on fait des planches, c'est plus du bois debout, vous voyez, parce qu'on grave pas sur le petit côté de la planche de 3 cm. Hein, non. Voilà, puis enfin les planches, elles sont faites dans des bois d'œuvre, du sapin, du pin, etc. Oui, il y a encore des parquets de chêne, hein, mais bon. Voilà, le bois debout, c'est la différence avec le bois de fil, si vous voulez, comme maintenant il y a des contreplaqués, on pourrait considérer que c'est du bois de fil, et ça se coupe pas de la même manière que le bois debout. Le bois debout permet de faire des gravures très très fortes. Bon, je passe, je sens que j'ennuie. Alors, et rentrer, si vous voulez, avec de la touche, l'accompagner à travers ces estampes dans ce livre, c'est quand même, c'est comme si vous vous baladiez exactement derrière la scène, derrière le décor, voilà. On est là dedans, on vit Montmartre, on vit le Kremlin-Bicêtre, on vit voilà toutes le 16e. Ah, il a quand même travaillé dans le 16e, mais la rue Berton dans le 16e arrondissement. Et il y avait encore des taudis dans le 16e arrondissement, cela n'a plus existé maintenant. Voilà. Il a comme ça un vagabondage, si vous voulez, artistique, oui, dans les vieilles rues de Paris, de la banlieue, du Kremlin-Bicêtre, voilà. Il a pratiquement fait tous les arrondissements de Paris, même le 5e, le 5e, le 19e, le 20e, voilà, c'est Saint-Denis, pour en faire on pourrait dire presque des instantanés, hein. Mieux que des photos d'ailleurs, parce qu'il y a le côté unique de l'estampe. Voilà. C'est pas clic-clac Kodak, hein, non, il faut quand même, parce que je pense pas qu'ils aient des photos. Ils dessinaient dans la rue, sur le motif, et après ils transcrivaient ça en gravure sur bois. Voilà. Alors c'est noir. Il faut dire que toutes ces maisons, il y a là aussi à Montmartre le lapin Agile. Il y en a aussi des sans titres, on ne sait pas très bien où elles se trouvent, mais enfin il retranscrit, si vous voulez, la lèpre sur les murs. C'est souvent des murs en plâtre, vous voyez, alors ils sont vraiment abîmés. Voilà, il y a des fissures, il y a des bouts de plâtre qui sont tombés. En général, c'est assez sale, assez noir avec les gaz. Pas les gaz des bagnoles, parce qu'à Paris, dans les quartiers populaires, il y avait beaucoup d'ateliers, de petites usines, etc. Surtout dans l'Est parisien, il y avait beaucoup et ça engendrait de la crasse qui s'incrustait dans le plâtre des maisons, voilà. Et puis les rues étaient pavées, et puis voilà, et puis c'était un peu casse-gueule partout. Faut voir des maisons, on se demande comment elles tiennent debout. Puis il y avait des palissades, et puis voilà. Et tout ça, c'est un voyage, je trouve, en tout cas pour ma part, extraordinaire. C'est comme le jardin de Trenet. C'est pas un jardin extraordinaire, c'est un voyage extraordinaire dans les vieilles rues de Paris avec toutes ces baraques à la ramasse. Les murs tous lézardés. Ouais, c'est ça, oui, voilà. Les façades à touche-touche. Ah oui, complètement, ou alors qui sont complètement inclinées. Vous savez, il y a des maisons qui datent du 14e, 15e siècle,
et elles sont ventrues parce qu'il y a déjà le fruit de la maison. Plus les maisons sont anciennes, plus il y a de fruits. Le fruit, si vous voulez, elles ont une base large et elles vont en diminuant au fil des étages, voilà. Et puis elles ont aussi des fois les murs qui s'éventrent plus ou moins. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment traduit d'une manière, je dois dire, assez exceptionnelle. Ouais, je trouve que son trait est vraiment identifiable. Oui. Alors quand il fait des illustrations pour des bouquins ou pour les journaux, c'est un peu différent. Là, c'est un trait différent. Mais tout ce qui est effectivement maison, que ce soit du vieux Paris ou d'ailleurs, on reconnaît sa touche. Il y a un peu comme des zébrures en fait. Je sais pas si c'est ces ombres. Oui, il fait, si vous voulez, la matière la matière des murs, etc. C'est avec le burin. C'est une gouge parce que c'est une échoppe. Enfin, c'est en gravure sur bois. Il arrive à donner, si vous voulez, l'impression de matière, l'impression de salissure, l'impression, etc. Avec des traits parallèles, etc. Des grisés, on appelle ça comme ça. Qui sont, c'est assez. On sent qu'il a la main sûre, Pépère. Hein. Il tremble pas. Il a pas la main. Il a, oui, une main de graveur. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, oui, comme le rappelle ma camarade, il a illustré beaucoup d'ouvrages, dont Jules Vallès. On se dit, L'Enfant, le Bachelier, l'Insurgé, en 3 volumes. Voilà, 3 volumes. Alors, 13 bois gravés pour l'enfant. Vous voyez, 12 bois gravés pour le Bachelier et 13 bois gravés pour l'Insurgé. Alors, Insurgé, c'est avec des drapeaux noirs aux fenêtres, une barricade, un affût de canon, etc., etc. Vous voyez, voilà, il a travaillé donc pour ce magnifique, cette magnifique trilogie de Vallès sur une enfance, une jeunesse et une maturité où, si vous voulez, particulièrement quand il est bachelier, c'est terrible quand vous lisez le Bachelier de voir dans quelles conditions Vallès a vécu, quoi. C'est semblable probablement que de la Touche s'est retrouvé dans la misère crasse de Vallès, quoi, qui avait rien à bouffer, qui vivait dans des garnis immondes, dans le froid, avec la faim, etc., la flotte, l'humidité. Voilà, c'était les bacheliers, si vous voulez, maintenant on gueule parce qu'il n'y a pas assez de subventions, et c'est vrai, il n'y en aura jamais assez, mais les bacheliers les bacheliers du 19e siècle, enfin ceux qui étaient de familles modestes, hein, qui arrivaient au baccalauréat, alors là, je dois dire que c'était quelque chose de terrible, de vraiment terrible. Ouais. Et quand on regarde un petit peu après son travail de peintre, je trouve qu'il y a une similitude où on reconnaît son trait de je crois qu'il a commencé par la peinture, hein, ouais. Mais on voit cette même touche en fait qui transparaît un peu dans ses peintures. Oui, tout à fait. Il a, si vous voulez, une plus importante production picturale que gravée. Voilà, parce que bon. C'est peut-être aussi, ça va peut-être plus vite à faire une peinture qu'une gravure, quoi, je suis pas persuadé dans son cas. Mais c'est vrai que ces peintures de paysage on peut reconnaître déjà il a une personnalité, il a un style particulier. C'est tout comme l'évoquait Piquécou dans sa bio. Sont des couleurs assez, oui, on pourrait dire ternes. Il n'a pas, si vous voulez, comme un Utrillo ou comme des gens de cette époque, il n'a pas magnifié les choses. Utrillo, parce que Utrillo, même si sa peinture est, comment on pourrait dire, semble un peu naïve, mais elle est très gaie. Enfin, il y a des couleurs, il y a un style qui n'est pas mélancolique, qui est... Oui, c'est assez gai. Chez De la Touche, pas du tout. Il a restitué, si vous voulez, l'atmosphère, l'ambiance, la pauvreté de ces bâtiments en utilisant des couleurs très rabattues, très voilà. Tout ça, c'est des gris, des bleus, des gris bleus, des gris rouges, enfin bon. Ouais, des ocres. De temps en temps, il y a une petite façade un peu rouge qui peut se distinguer. Oui, une boutique ou quelque chose comme ça, voilà, mais d'une manière assez, comment dirais-je, continue.
il restitue, je crois, l'ambiance, vraiment l'atmosphère du vieux Paris qu'il a peint, quoi. Voilà. Et il a jamais essayé, si vous voulez, de l'arranger d'une manière quelconque. Il a essayé d'être fidèle à ce qu'il voyait, pas tromper les gens, parce que c'est pas une nature à tromper le monde, à être, si vous voulez, le plus sincère possible dans son travail. Et ça, c'est remarquable. Et je crois qu'on avait vu une ou deux de ses peintures, c'était au musée Carnavalet, quand il y a eu une exposition sur la commune ou sur les peintres de la commune, ou je sais pas, non. Sur des guinguettes aux barricades. Oui, c'est ça, voilà. Et je pense on a vu des peintures de Latouche dans ce musée pour l'occasion de cette exposition. Voilà. Il a aussi, donc il a illustré des livres, des couvertures de livres. Il a illustré aussi des affiches, des cartes de vœux. Mais alors il y a ses vœux, voilà, mes vœux. Alors ses vœux, c'est fait en gravure sur bois aussi. Alors il y a mes vœux en 1944, 47, 48, 49, 50, 46, 45. Il a fait des ex-libris, ça comme un peu tous les graveurs qui s'adonnent aux ex-libris, mais lui c'est en bois, vous voyez. Voilà, puis il a donc illustré. Il y a une gravure de l'hôtel du Tertre. Et puis en 1968, il a fait, alors là c'est un peu tristounet, il a fait la rue des Paradis, le cahier des images de Paris. Et ici, je vais vous lire le petit texte qu'il y avait en dessous de ces gravures. Il y a une tour immense, là, je sais pas, c'est pas la tour Montparnasse, 66. Il écrit, ici coulait la Bièvre, une rivière, il y avait un pont, rue Croulebarbe, des roseaux et des fleurs. Les poètes y menaient leurs belles amies. Les hommes d'abord empoisonnèrent ce miroir d'Île-de-France. Ils abolirent ensuite les maisons légères où les peintres vivaient joyeusement. Premier plan, on les voit. Et puis les autres pour y mettre ça. Alors on voit cette tour. Ah bah oui, ça. Non mais justement, c'est pas la tour Montparnasse en fait, c'est simplement rue Croulebarbe. C'était là où il avait son atelier et c'est le gratte-ciel qu'ils ont voulu construire à la place de son atelier. Ah oui, c'est la tour Albert. Voilà. Cette composition, ce texte autour de l'atelier disparu de Latouche, remplacé par la tour Albert, ont été publiés 1 mois avant sa mort. Confrontation ultime de deux mondes, celui de ses jours les plus heureux et celui de la folie des promoteurs immobiliers. Oh, la folie, c'est pas de la folie. Hein. Ils sont pour fous, les promoteurs immobiliers. C'est pour le profit des promoteurs immobiliers. Voilà, et c'est un témoignage ultime de son amour pour le vieux Paris, pour les quartiers où il avait vécu heureux, remplacés par des buildings, par des constructions en béton. Ouais. Alors moi, je voudrais ajouter par rapport à ce bouquin, il y a effectivement plusieurs personnes donc qui racontent de Latouche. Donc on a parlé de Lucien Bourgeois qui était ouvrier, photograveur, magasinier, qui avait été formé par Poulaille et tout, qui avait une ascension assez impressionnante. Mais il y a aussi René Girard qui raconte de Latouche. Alors lui était journaliste en Algérie, au Canard enchaîné. Il a été auteur de romans. Il y a Georges Turpin, qui est lui critique d'art, écrivain, romancier, qui a écrit de nombreuses chansons. Il y a Jean-Daniel Maublanc, c'est lui qui en écrit c'est l'extrait qui est le plus long dans ce livre. En fait, Maublanc était un industriel qui travaillait dans la production de charbon, et c'est lui qui était mécène en fait de Latouche et qui a permis en fait à pas mal d'artistes de pouvoir vivre de leur art. Il était passionné, Maublanc était un passionné d'art, donc que ce soit en musique, en peinture ou en poésie, il a aidé des artistes, et il était également critique d'art et critique littéraire, quoi. Il y a également donc Henri Poulaille qui raconte de Latouche. Poulaille, c'est pareil, il est d'origine ouvrière et il a passé sa vie à défendre la littérature ouvrière. Et il y a Traîneau, dont on parlait tout à l'heure, qui travaille au Canard enchaîné, quoi. Voilà. Alors, si vous voulez, on va pas vous faire une leçon de choses, vous demander ce que vous avez à retenir de tout ça, mais si ce qu'on est tenté, parce que dire des images, dire une œuvre, on dit, c'est pas en fastoche, hein, c'est mieux de pouvoir filmer, montrer, que vous puissiez voir vraiment les images. En tout cas, vous pouvez commencer, si on n'insiste pas trop quand même,
quoi qu'on insiste, hein, mine de rien. Vous pouvez voir les éditions Plein Champ. Vous pouvez demander un catalogue, d'ailleurs. Alors, pour ceux qui ont un ordinateur, c'est www.pleinchant, PLEINCHANT.fr. Vous pouvez leur demander leur catalogue, etc., etc. Et ce bouquin sur Germain Delatouche dont on vous parle, qui est l'objet de cette émission, alors quoi, à cause de lui qu'on fait cette émission, ça, c'est en sous-titre, il y a Germain Delatouche, bois gravé, dessins, peintures, témoignages et documents. Alors, c'est Plein Champ 2016, une huitième de 208 pages, 300 illustrations, dont 40 en couleur, sous couverture à rabat en 2 couleurs, l'un des 100 exemplaires sur Olin Régular Dentalis. Voilà, c'est 21 €. Et si vous voulez, simplement avec ce bouquin, vous pouvez, je crois, avoir une idée assez juste sur cet artiste qu'on vous présente ce matin. Alors, je répète qu'il y a un artiste, vous le verrez si vous achetez le bouquin, qui est un artiste, un ouvrier, voilà, qui est resté toute sa vie un ouvrier, comme Germain dont parlait Bourgeois dont parlait Dominique. Voilà, ce sont des gens sincères. Dans le milieu de l'art, c'est assez peu courant. Ouais. Alors moi, justement, de même qu'en lisant Bourgeois, on a des côtés de Latouche. En regardant ce bouquin de Delatouche, en fait, il y a une gravure sur la couverture qui est un portrait de Delatouche. Ouais. Et ce portrait a été fait par Jean Lebedef. Donc Jean Lebedef est celui qui a initié Delatouche à la gravure sur bois. Et quand on regarde un peu la bio de Jean Lebedef, je pense qu'il faut qu'on lui réserve aussi une émission parce que c'est un anarchiste russe qui a un parcours très très intéressant et qui a été aussi engagé toute sa vie. Il avait commencé comme il a fait de la navigation, il a protégé des révolutionnaires, il est arrivé à Paris. Il a même aidé aussi des Juifs pendant la guerre. Enfin, il a un parcours d'un art assez impressionnant. Donc, la gravure de Lebedef est assez jolie. Enfin, elle est forte. Enfin, il y a des contrastes. On voit il y a Delatouche avec sa clope au bec, sa chemise un peu à carreaux. Et il y en a une autre, justement, qu'on connaît de gravure de Lebedef. C'est à Publico, il y a eu une soirée Gaston Coutet. Et la gravure de Gaston Coutet qui a été mise en publicité, c'est aussi une gravure de Jean Lebedef. Et là, il ressemble à un acteur américain. Je n'arrive pas à situer exactement. Un acteur américain, c'est un compromis entre James Dean et un acteur beaucoup plus ancien qui a joué dans un film avec Lana Turner, je pense, qui avait un chapeau là sur le côté avec toujours un clope à la bouche, un acteur des années 40, etc. Tu vois pas qui c'est? Un acteur américain. Enfin bref, c'est pour l'anecdote, hein, mais c'est vraiment, c'est un beau portrait en tout cas. Donc justement, moi, ça m'a donné envie de continuer après de chercher, de travailler sur Jean Lebedef, essayer de voir si on peut avoir accès à plus de son travail en dehors de sa bio, quoi. Oui, puis je vous dis, il y a des bouquins quand même. Pierre Vella, Parole pour un jazz, 35 linogravures de l'auteur. Victor Serge pour un brasier dans un désert, poésie complète. Voilà, Gaston Chessac, lettre du Morvandio en blouse boquine à Pierre et Michel Bouju, voilà, édition établie par Dominique Bonnet, Marcel Delpastre, des ballades, Jean Do Mélo, Gloria de la mort, sculpture, dessin, aquarelle de Marc Petit. Ah, Marc Petit, je l'aime pas. Georges Auriol, 42 contes, mais les typographies, vous voyez, il y a toute une... Ouais. Tout un catalogue. Et moi j'ai repéré, c'est pareil, il faudra que je continue à fouiller ça, c'est Zodaxa. Et en regardant, il y a un bouquin qui est un petit pamphlet anti-élection qui m'a bien plu. On ne peut pas le voir sur le bouquin, je l'ai trouvé sur Internet. Ouais. Donc ça c'est pareil, c'est des petites choses à fouiller pour la suite, quoi. Oui, parce que Zodaxa de Mazas à Jérusalem, Mazas c'est une prison. Ouais. Ou le Grand Trimard. Ouais, ça va pas être mal. Et puis il y a les bouquins de Bourgeois aussi. Voilà, et ça ils sont à Publico par contre. Si on va à Publico actuellement, il y a des livres, des éditions Plein Champ qui sont disponibles tout de suite à la librairie Publico. Voilà. Le poète en guenille, les rôdeurs et les filles, des chansons d'Aristide Bruant, les héros populaires
des refrains d'avant-guerre sont bien loin de nous maintenant. Tout cela disparaît dans la nuit et l'on se demande aujourd'hui que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières. C'est-elle le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère? Où sont donc Julot, Nini, Casque d'Or et Petit Louis le Costaud, si célèbres alors? Que sont devenues les fortifications et tous les héros des chansons? Des maisons de 6 étages, ascenseurs et chauffage, ont recouvert les anciens talus. Le petit Louis réaliste est devenu goragiste et Bruant a maintenant sa rue. Julot sera de l'Institut bientôt et Nini possède un château. Il n'y a plus de fortifications ni de petits bistrots de barrières. Adieu, décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Mais d'autres reviendront, héros différents, puis disparaîtront, à chacun son temps. Il n'y a plus de fortifications, mais il y aura toujours des chansons. À chacun son temps, il n'y a plus de fortification, mais il y aura toujours des chansons. Voilà, c'était la chanson des Fortifs interprétée par Fréhel. Sur Radio Libertaire, oui, c'est nous, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, l'émission à Racaille, qui va se faire seppuku. Mais avant de se faire seppuku, eh bien, on va vous éclairer sur les expositions à voir. Voilà, les expos à ne pas manquer. Alors, il y a Claire Archenot. Claire Archenot faisait partie des femmes qui étaient venues du groupe des Urban Sketchers. Elle avait passé un moment à nous croquer dans le studio. Donc, elle nous envoie régulièrement des infos sur son travail. Donc là, elle expose du 23 novembre au 4 décembre à la Galerie des Ateliers de Ménilmontant. C'est au 26 rue de la Mare, au métro Couronne ou Pyrénées. Et donc, c'est ouvert tous les jours de 15h à 19h et le week-end de 11h à 19h. Il y a l'exposition Picasso Giacometti. Alors, nous sommes allés, la visiter vendredi dernier. Ça nous a bien plu. On va consacrer une émission à cette exposition. Donc, c'est une exposition qui a commencé le 4 octobre, qui se termine le 5 février et qui est donc au musée, qui est à l'hôtel Salé, qui est rue de Torigny dans le 3e arrondissement. Une nouvelle exposition, c'est le musée Menjinski. Alors, c'est les insoumis de l'art moderne. C'est le Paris dans les années 50. Le musée Menjinski est situé 15 square de Vergennes. Et l'exposition dure jusqu'au 31 décembre. Alors, celle-ci, on l'a pas, c'est un de nos futurs projets. Et apparemment, on peut retrouver des toiles de Buffet, de Robérol, de Lorjou, entre autres. Donc voilà, à voir. Dans le rappel des autres expositions, on peut rappeler la galerie Paula Dardouin avec Perpetuum Mobile, qui a commencé le 17 novembre, donc qui est toujours d'actualité. Ça, c'est 86 rue Quincampoix. Jean-Paul Souvraz, qui est invité d'honneur à la salle Courmont à Lille, une exposition qui s'appelle Sérénité et tumulte.
Il y a également un hommage à Jean Parcy et cette exposition dure jusqu'au 2 décembre. Donc ça, c'est tous les jours de 15h à 19h. Alors nous, on a prévu d'aller y faire un saut jeudi et puis de raconter tout ça probablement mardi prochain. On avait parlé des peintres palestiniens et là, c'est pareil, une auditrice nous rappelait qu'il y a un concert de Amal Murkus ce 24 novembre. C'est à l'Institut du monde arabe. Donc il faut y aller de bonne heure. J'ai pas l'horaire en fait, mais il faut y aller de bonne heure parce que c'est gratuit. Donc Amal Mourkus, c'est quand même une dame de la chanson palestinienne, donc c'est à ne pas manquer. Et ceux qui vont la louper le 24 novembre peuvent réessayer le 26. Elle sera à Bondy, à l'auditorium de Bondy. En peinture, on avait noté aussi toujours Gilles Saxic à la maison près de Bastille. C'est 12 rue d'Aval, dans cette petite cour pavée, donc c'est un lieu magnifique. C'est gratuit puisque c'est une galerie, c'est tous les jours sauf le lundi de 14h à 20h. On peut rappeler également l'exposition d'Irosa jusqu'au 22 janvier à Maison Rouge et Gérard Garouste au musée des Beaux-Arts de Mons jusqu'au 29 janvier et puis également quand même Bernard Buffet au musée d'art moderne jusqu'au 26 février. Et la rétrospective intimement, elle, jusqu'au 5 mars, au musée de Montmartre. Voilà, dis donc, tout ça, on va élaguer un peu là-dedans bientôt. Hein. Et le culturel de la semaine, alors tout de suite avec ma camarade qui va vous causer de... C'est moi ? Je sais pas. La sociale de Gilles Perret. On pourrait se partager le boulot, hein, parce que il y a tellement à en dire là-dessus. Oui, la sociale de Gilles Perret, c'était au Méliès à Montreuil, une soirée garantie chaud de larmes, où on voit, si vous voulez, voilà, je l'ai dit, la création de la sécurité sociale par Ambroise Croizat, issu du Conseil national de la résistance, un ministre communiste du premier gouvernement après la guerre, le gouvernement où était le père de Gaulle, qui n'est pas resté longtemps d'ailleurs, il s'est vite tiré puisqu'il y avait trop de communistes dans le gouvernement. Voilà, mais en tout cas, on doit tout, en tout cas, à Ambroise Croizat, si vous voulez, d'avoir mis en place la sécurité sociale, voilà, qui n'était pas conçue pour faire des bénéfices, comme on essaye de nous le faire croire maintenant, mais qui était un service public pour la santé, et qui ne devait pas, si vous voulez, être soumis à une sorte de régime capitaliste, comme on essaye aujourd'hui de transformer cette sécurité sociale. Alors on voit évidemment encore une fois l'espèce de vacuité des socialistes, et cette espèce d'acharnement voilà, du patronat à détruire tout ça. On voit une figure emblématique du patronat d'aujourd'hui qui s'appelle Kessler. Il faut écouter le discours. Et puis il y a un vieux militant de la CGT de 95 ans qui vient hélas de mourir cet été là à 96 ans. Et qui raconte à l'École nationale de la sécurité sociale, aux jeunes futurs gestionnaires de la sécurité sociale, le combat que Ambroise Croizat... D'ailleurs, personne n'était au courant qu'Ambroise Croizat, c'était à lui qu'on devait la sécurité sociale. Il n'y a même pas une plaque à son nom, en fait, à cette école de la Sécu, parce que il y avait la ROC qui était au-dessus de... Enfin, la ROC obéissait à Croizat, mais c'est la ROC qu'on a retenue. Oui. Et du coup, même les gens actuellement qui travaillent dans ce centre ne connaissaient pas le nom d'Ambroise Croizat, quoi. Non, ni le ministre d'ailleurs Rebsamen, qui était ministre du Travail récemment, là, il faisait le tournage d'une partie du film dans ses bureaux, qu'on connaît, puisqu'on n'est pas rentré dans les bureaux, mais on a été faire une manif devant les bureaux. Et il y a Rebsamen qui avait l'air tout étonné de voir des journalistes là. Et il leur explique que dans ce bureau, il y avait le Premier ministre du Travail. Ah oui, il dit oui, je connais, oui, c'était Lanieri, je sais pas quoi. Viviani, ouais. Alors les gars lui disaient, ah ben non, c'était pas Viviani, c'était Ambroise Croizat.
Ah bon, il ne connaissait pas. Ah bon, c'était pas Viviani, ça m'étonne, ça. Enfin, voyez, vous voyez ces espèces de tâches vraiment invraisemblables de socialistes qui connaissent, ou qui font semblant de ne pas connaître, en tout cas. Mais c'est vrai que cette personne âgée, là, c'est Jolfred Fregonara, qui, un ouvrier métallurgiste qui a vraiment participé à la mise en place de la Sécu. Et il est vraiment poignant. Et d'ailleurs, dans le film, il dit qu'il est au bord du crématoire. Et quand j'ai reçu avec le Fakir, là, on reçoit un petit dépliant qui fait de la promo pour le film, avec qui raconte un peu qui est chaque intervenant. Et quand j'ai lu qu'il était décédé cet été, je me suis dit, c'est comme si en fait il avait un message à délivrer. D'ailleurs, il le dit à Gilles Perret quand Gilles Perret le filme. Et on a l'impression qu'il a laissé son message et que maintenant il peut partir, quoi. Il a transmis, quoi. Alors je vous dis pas, pitié, La Fontaine. Ouais. Bon, par contre, il y a eu un moment où on a éclaté de rire, et ça, on a découvert que la France est un pays communiste. Alors on a vraiment bien rigolé. C'est quand même le clou du film. Voilà, où c'est, je sais plus, je crois que c'est un médecin qui lui milite pour supprimer les caisses de sécu et avoir que des caisses privées, quoi, parce qu'effectivement cette sécu, ça plombe tout le monde, c'est bien connu, quoi. Sauf que les médecins se sont enrichis grâce à la sécu, parce qu'avant personne n'allait voir le médecin. C'était un problème d'aller voir le médecin. Il fallait le payer. Et les médecins et les pharmaciens, ils vivaient pas dans l'opulence dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Et alors cette personne, non, c'est même pas un gag. Sérieusement, elle dit que il y a Cuba, il y a la Corée du Nord et il y a la France. C'est 3 pays communistes. Voilà. Elle dit il y a plus besoin de parti communiste parce que la France est un parti communiste. Oui. Non mais c'est en France, c'est aujourd'hui, c'est pas un truc d'hier, c'est pas un délire de comique troupier humoriste aujourd'hui. Non, c'est un médecin établi et que c'est un type sérieux, vous voyez, peu peur, mais il a le même discours que Kessler du patronat militant, là, comment il s'appelle le patron? Mais Gattaz. Gattaz, faut les voir, parce que c'est filmé, c'est une espèce de congrès des patrons, là, et ils s'esclavent tous comme des baleines au discours complètement, mais alors, c'est puant de ce gros porc de Kessler. Ouais, mais de toute façon, Kessler avait dit depuis déjà quelque temps qu'ils allaient s'acharner à défaire point par point tout ce qui avait été acquis par le Conseil national de la Résistance. Voilà, ils sont fiers d'eux. Ouais. Et Gilles Perret, alors nous on avait vu aussi, c'est un film qu'il avait fait précédemment qui s'appelait Les Jours Heureux, justement, qui revenait sur les acquis du Conseil national de la Résistance. Donc La Sociale, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir, déjà parce qu'il ne faut pas que cette mémoire se perde, il ne faut pas oublier tous ces gens qui se sont battus. Enfin, c'est quand même, c'est ça aussi, c'est que peu à peu on sent que là les jeunes générations connaissent moins et que tout ça peut très facilement disparaître, quoi. Absolument, alors que si vous voulez, vraiment c'est même pour nous, on n'est pas complètement neuneux, mais on a découvert vraiment ce qu'était la sécurité sociale. Même nous, on commence à en perdre, si vous voulez, une partie de l'histoire et de ce quel est son but, quel est son sens, quelle est sa raison d'être. Et là, on est vraiment éclairé d'une manière assez impressionnante par ce film. Ouais. Bon, il faut avoir des réserves de Kleenex, ça c'est sûr, mais en même temps, au-delà des réserves de Kleenex, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, toute la trame du film est par le parcours d'un écrivain historien qui était du coin où était Crozat et qui connaît donc tous ces ouvriers et qui lui dit qu'il était d'une famille nombreuse et que s'il a pu effectivement être ce qu'il est maintenant, c'est quand même grâce à tous ses acquis. Et il dit moi j'existe, ma vie je la dois à Ambroise Croizat, donc là maintenant c'est normal que moi je lui consacre aussi une partie de ma vie à retracer sa bio, quoi. Tout à fait. Ouais. Oui, heureusement qu'il y a encore des témoins comme ça. Un grand témoin vient de disparaître, avec des yeux bleus magnifiques. Vous auriez eu ce bonhomme, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui parlait encore à 95 ans, mais comme un jeune homme. Voilà, il avait encore cette espèce de foi qu'ont les très jeunes gens, quoi. Ça, c'est absolument éblouissant de rencontrer des personnages aussi lumineux. C'est tellement rare. Ouais, donc il faut aller voir des films comme ça qui sont peu diffusés. Je crois qu'ils passent plus au Méliès maintenant, mais il doit être dans Paris encore, donc il faut vraiment y aller, quoi. Voilà. Sinon, alors un autre film qu'on a vu, alors là c'est beaucoup plus, ça
peut paraître plus léger, c'est un film qu'on peut regarder sur Internet. Hein. C'est un film qui s'appelle Guernica, qui est un film de 2016, qui est assez récent. Là, c'est une fiction, mais une fiction qui se termine quand même par la destruction de Guernica et qui part de l'histoire de... Donc on est à Bilbao en 1937 et c'est par l'intermédiaire du travail des journalistes qu'on va arriver à la destruction de Guernica et on va voir tout ce qui s'est passé entre soit les communistes ou les fascistes, quoi. Et staliniens, disons. Les staliniens. Et malgré que ce soit une fiction, je trouve que ça parle énormément. Et ça peut... Alors, il y a un fond d'histoire d'amour, mais qui est pas du tout prégnant, en fait, qui permet peut-être de rentrer dans le film. Et c'est le genre de film qui peut permettre aussi à des gens qui sont pas au courant de tout ça, d'avoir envie de fouiller un petit peu plus. À la fin, je pense que ce journaliste américain, en fait, il cite le nom à la fin du film, et celui qui est le premier à raconter ce qui s'était passé à Guernica, parce qu'il était sous les bombes, quoi. Donc c'est intéressant. Alors c'est vrai que nous on avait vu un doc qui s'appelait La tragédie des brigades internationales, qui était avec des images d'archives de Gardataro, de Capa, là, qui était vraiment du vrai doc. Ouais. Mais bon, ce film, c'est quand même ça son intérêt. Oui, c'est du cinéma populaire, enfin sans le côté péjoratif qu'on met dans populaire maintenant, mais du cinéma accessible, disons, à des gens, pas du tout informés des dessous de cette histoire tragique, quoi. Voilà, qui a été un banc d'essai pour les nazis et pour les fascistes italiens, un banc d'essai avant que ce soit interprété sur une grande échelle pendant la guerre de 39-45. Voilà, c'est quelque chose, on voit les Allemands, leur cynisme, etc. On voit les staliniens de l'autre côté, les deux extrêmes, c'est pas Jojo du tout. Ouais, d'ailleurs, c'était le cadeau d'anniversaire pour Hitler, cette destruction de Guernica. Ouais, voilà, c'est envisagé comme ça. Et les staliniens, il fallait aussi, pour le camarade de Staline, il fallait sacrifier. C'est comme on le faisait dans les peuplades primitives du début de l'histoire. En tout cas, sacrifice humain pour plaire aux dieux, quoi. Alors là, ils faisaient aussi, les staliniens, c'est des sacrifices humains pour plaire au dieu Staline. Voilà, c'est à peu près ça. Alors sinon, moi, ça c'est grâce à ma petite copine Claudine. J'ai pu regarder sur la chaîne LCP en replay un doc qui était sur la crise de 29. Alors, c'était la première partie. Malheureusement, il n'y a plus d'accès possible sur ce documentaire, mais je pense que la deuxième partie devrait suivre bientôt, quoi. Donc c'était intéressant. C'est un doc qui va de 1929 à 1939 justement, et qui raconte donc comment s'est passée cette crise avec des interventions d'économistes ou d'historiens. Alors, entre autres, il y a Howard Zinn. Moi, j'aime beaucoup cet Américain. Oui. Et non, c'était intéressant. Mais bon, j'ai pas pu mettre de lien dessus parce qu'on n'a plus accès même à la page. Donc, c'est un peu dommage. Mais peut-être à surveiller s'il y a une deuxième partie qui passe bientôt sur cette chaîne. Bien. Merci beaucoup. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura.
Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar par Couibanès.